Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour a pour mission de faire rayonner la principauté au-delà de ses frontières, développer son attractivité en tant que place financière, faire tomber les barrières numériques avec une version tournée vers le métaverse, tout en restant terre à terre. Il mène des projets divers avec une précision horlogère. Bonjour Frédéric Ginta. Bonjour Geneviève. Alors Frédéric, je le disais avant qu'on commence, on va pas dire qu'on se connaît pas. Hein. Donc je suis pas tout à fait académique quand je te dis, parle-nous un peu de ton chemin avant d'arriver à Monaco, parce que pour beaucoup de gens, tu apparais un jour monsieur numérique à Monaco, mais en fait, ils savent pas ce que tu as fait avant. C'est un peu la rançon de la gloire de celui qui a fait sa carrière à l'étranger, en fait. Non, mais c'est vrai que je suis un animal un peu original pour la principauté. Donc, je suis monégasque. J'ai grandi à Monaco jusqu'à 17 ans. Mm-hmm. Ensuite, je suis parti faire mes classes prépa à Nice. J'ai intégré ensuite le SCP, donc à Paris. J'ai travaillé dans divers secteurs, majoritairement bancaires, majoritairement des banques d'affaires, donc Lehman Brothers. Mm-hmm. Je ne suis pas responsable de la faillite. Tu m'as coupé l'effet, là. J'allais dire, mais enfin... Si. Quel dommage. C'était une grande aventure, quand même, ou pas ? C'était intéressant, mais j'étais malheureusement beaucoup trop junior pour avoir le moindre pouvoir pour avoir accentué la faillite. Après, j'ai travaillé chez Orange pendant quelques années, sur les sujets numériques qui étaient naissants et surtout sur les pays de l'Est où je me suis retrouvé vivre en Moldavie, vivre en Slovaquie pendant quelques mois. Après, je suis allé faire mon MBA à Harvard, donc j'ai passé 2 ans à Boston. Là, j'ai voulu, et je sais que c'est un thème qui te parle, travailler dans le sport. C'était mon idée du moment, donc j'ai travaillé à Arsenal durant mon stage d'été entre les 2 ans comme directeur de cabinet du patron d'Arsenal. Et ensuite, pour des raisons personnelles, mon papa étant malade puis décédé, j'ai choisi de rentrer en Europe. Alors qu'au début, ma vie, je la projetais aux États-Unis en 2011, mais en me disant que je ne voulais plus travailler que pour des boîtes américaines. Donc j'ai travaillé chez Amazon, où on a lancé tous les sujets sport, mode, et donc je m'occupais de ça pour la France. Et ensuite, je suis parti chez Google, à Paris d'abord, puis en Californie. Et oui, c'est ça. Hein, il y a quand même, tu as dit, j'ai décidé de rentrer en Europe, mais il y a eu quand même un morceau, enfin un moment où tu as retraversé l'Atlantique dans l'autre sens. Hein. Exactement. Et je suis allé en Californie en me disant, j'ai vécu Londres, les belles années de la finance, je vais vivre la tech, les belles années de Californie. Dans ces boîtes qui est extraordinaire, donc j'aurais fait 8 ans chez les GAFA. Mm-hmm. Et donc un jour, effectivement, en rentrant des États-Unis, où je me demandais un petit peu, donc en revenant au bureau de Paris de Google, ce que j'allais faire, j'ai été contacté par le souverain pour créer justement cette entité numérique qui aujourd'hui, cette délégation qui regroupe plus de 300 personnes, et en plus maintenant l'attractivité qui est venue se greffer, donc avec d'autres directions qui sont rattachées depuis 2018. Et quand alors je sais pas comment ça s'est passé, il t'a appelé ? C'est par téléphone que tu l'apprends ou il te demande de venir le voir ? Comment tu tombes de l'arbre Google pour arriver à Monaco, que tu dis le souverain m'a appelé ? Non, c'est pas exactement comme ça que ça se fait. En fait, je me rappelle, j'étais venu faire une présentation à l'époque au CSA, dont je m'occupe maintenant, donc ironie de l'histoire. Oui, c'est boucler la boucle. Hein. Boucler la boucle. Le souverain était dans la salle et j'avais parlé, c'était en 2017, j'avais parlé en fait du futur du futur du commerce et de l'économie. Moi, effectivement, l'économie et ces sujets sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et donc, j'avais lié digital et développement économique. J'ai fait une présentation. Sur ce, Serge Tell, le ministre d'État de l'époque, m'avait dit que le souverain avait effectivement perçu un besoin pour le pays de structurer le numérique qui était un petit peu réparti au sein du gouvernement. Ouais. Et là, c'est suivi une proposition de Serge Tell, qui évidemment, sous l'impulsion du souverain, pour créer cette délégation avec ses différentes directions qui la composent et surtout le programme Extended Monaco, avec une idée assez simple qui était de dire voilà, Monaco doit, comme les villes-États qui réussissent, faire du numérique un atout. Et donc, ça veut dire centraliser les forces qui font la éducation, la smart city, la e-santé, la e-économie, les plateformes numériques, mais aussi les services, mettre tout le monde autour de la table, tous les budgets ensemble, et avoir une gouvernance commune.
comme ce qui se ferait dans une entreprise. Et en fait, moi, j'avais beaucoup travaillé avec des entreprises quand j'étais chez Google, où justement, je conseillais les patrons des grandes boîtes sur ces sujets-là. Et donc, quelque part, j'ai essayé d'appliquer les recettes que je défendais avant. Ouais, justement, c'est ça que j'allais te dire. Parce que le chantier que tu décris, enfin, en tout cas, la feuille de route que tu décris, on te confie cette mission, est plutôt immense. Donc, par quel bout on prend le truc quand on arrive? Par quel bout on prend ça? Parce que les usages numériques, dans notre imaginaire à tous, c'est le service digital qui va bien. Je veux printer ma carte de je sais pas quoi. Je veux renouveler l'estampille de ma voiture. Enfin, des choses comme ça. Mais j'imagine que c'est pas que ça. Non, mais je pense que c'est une super question. Je pense que c'est très compliqué. Déjà, quand j'arrive, moi, je connais pas forcément l'administration. Ouais. On me confie j'ai la chance qu'on me confie des grosses équipes, des grands moyens, et il faut produire une vision. Des moyens à la hauteur de la mission, d'ailleurs. Bien sûr, mais à la hauteur de la mission, et on en parlera plus tard, parce qu'effectivement, c'est plus dur de faire à Monaco, je pense, que dans des grands pays. Mais en tout cas, il faut se dire comment je structure. Je pense qu'il y a une erreur qui est communément admise, qui est le numérique, c'est l'informatique. Ouais, c'est ça. C'est comme si on disait l'urbanisme, c'est le béton. Donc, je me suis dit, bon, moi, je suis monégasque. La culture ici, c'est quand même très proche de la construction et l'immobilier. On a un pays de construction. Hein. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va prendre ce problème? On va faire du court terme et du long terme. Ce qui est sûr, c'est que si je fais pas du court terme et je montre pas des choses qui évoluent vite, on dira ça sert à rien. Si je prépare pas l'avenir, on dira aussi il a fait que du cosmétique. Donc, on a créé en 5 ans, on a créé les bases. Aujourd'hui, on a un cloud souverain. Et je peux voir avec l'Europe qui lance un projet de cloud souverain pendant 2-3 ans qu'on ne s'est pas trompé. On a une identité numérique. L'Europe a annoncé que la semaine dernière qu'elle en lançait une. On l'a depuis 2019. En 2018, j'avais eu cette idée un peu saugrenue de dire tous les fonctionnaires et agents qui le peuvent doivent être équipés d'un portable et utiliser Teams et Skype. Peut-être que le Covid a montré que ce n'était pas une si mauvaise idée. Donc en fait, moi j'avais la chance d'évoluer dans des environnements où quelque part, j'ai rien inventé, mais on voyait l'avenir. Quand je travaillais chez Google en Californie, j'ai vu ce qui seraient les entreprises dans 5-10 ans. Et donc, je me suis dit, il faut des bases solides. Donc, on a fait un immense travail de restructuration d'infrastructures, avec ce que je t'ai dit. Et après, on a voulu donner des services aux gens. Donc, ça peut être des services pour la vie de tous les jours, ça peut être la cantine, ça peut être les domaines, ça peut être l'habitat, ça peut être... C'est un travail de fourmi, tout ça. C'est un travail de fourmi, c'est un travail, en fait, de méthode. Plus que de fourmi, pour moi, c'est vraiment... une méthode, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens veulent. On a demandé aux gens, on a évidemment demandé aux services d'administration, on a demandé parfois aussi au Conseil national, on a dit voilà, qu'est-ce qui manque vraiment et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Parce que si tu commences en fait à faire des choses, par exemple la cantine, aussi bête que la cantine, quand on sort la cantine, les gens disent ah oui, ça bouge vraiment. Quand on sort le cloud souverain, personne ne se dit que ça bouge vraiment. Personne ne le voit. Par contre, dans 5 ans, on dira c'est peut-être une des meilleures choses qu'on ait faites. Donc, on est toujours obligé de compenser court terme et long terme pour faire que les gens y croient, pour les embarquer et en même temps construire ces couches qui, comme dans tes numériques maintenant, on a commencé à lancer en 2018, paraîtront des évidences. Donc, si tu veux, ce qui est difficile, je trouve, dans ce métier, c'est de vraiment ne pas succomber au fait de dire je ne fais que des choses long terme, c'est plus agréable, et en même temps ne pas faire de la cosmétique. Et c'est vraiment garder cet équilibre avec les équipes. Oui, d'autant plus que, là tu parles du court terme, et en tout cas du long terme et de ce qui se voit, mais ta mission, elle est aussi à cheval entre deux mondes. C'est-à-dire que tu me dis, le numérique, c'est pas l'informatique. Soit, mais tu as quand même la responsabilité, avec la DITN, du fonctionnement informatique et digital de l'administration. C'est-à-dire qu'avant de faire des services au public, il faut qu'à l'intérieur, ça fonctionne, quoi. Donc quand tu dis « je prépare l'avenir », là aussi, il faut le préparer. Il y a quand même... Tu arrives, il y a une situation où il faut remonter la machine, en fait. Alors déjà, quand j'arrive, j'ai un petit souvenir qui me fait rire, avec le recul, c'est que je découvre quelque chose que j'avais découvert en stage à Société Générale en 2003 qui s'appelle Lotus. Et là, je me rappelle qu'on utilisait Lotus. Et je dis, c'est juste pas possible, quoi. Et là, on me dit, non, Lotus, c'est super. Je me rappelle, on était les seuls au monde à être invités au séminaire annuel Lotus pour dire que c'était un bon produit. Donc là, je me suis dit, si on est les seuls au monde, c'est soit qu'on a raison contre tout le monde, soit qu'on a un problème. Donc non, effectivement, on peut pas construire si ça marche pas. Et ça me rappelle une phrase que m'avait dit le ministre des Affaires étrangères et du numérique singapourien quand il était venu, en parlant à mon DSI, en disant « You're the guy
who gets involved when things go bad. Donc, quand les choses se passent mal, effectivement, là, on arrête tout. Donc, on maintient les sujets télécom, on maintient les sujets cloud, on maintient les sujets de fréquence, on maintient les sujets informatiques, et on peut pas se rater, parce que chaque erreur pénalise l'ensemble. Donc, on a vraiment, quelque part, une obligation de résultat quotidien. Et donc, ça nous passe une immense pression. J'allais te dire, la sanction est presque... Enfin, la sanction... En tout cas, le résultat, c'est un peu, tu parlais du sport, c'est un peu la même chose. Le résultat est immédiat quand on fait du numérique. C'est-à-dire que si ça marche pas, les gens le voient, quoi. Les gens, on peut pas se cacher, les gens le voient. Donc, on doit construire ces premières bases en disant ça marche. On doit stabiliser. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile, c'est que on doit aussi assumer de changer, en sachant que le changement fait que les gens au début vont pas aimer. Enfin, toi qui aimes le sport, moi c'est la fameuse anecdote que j'adore, que j'avais apprise à Harvard, qui était de Tiger Woods, où il gagne l'US Open, et son coach lui dit « Tiger, ton swing va pas ». Et le type, en fait, réapprend à swinger alors qu'il vient de gagner l'US Open, parce qu'en fait, l'idée c'est de dire que pour faire la bonne chose, il faut d'abord accepter de la faire mal avant de gagner. Et donc nous, on doit à la fois gérer l'existant, et en même temps, et c'est là où c'est massif, créer ces nouvelles structures. Et je te le disais avant, on s'est quand même pas beaucoup trompé. Le cloud, on l'a lancé, on était premier pays en Europe. La 5G, on était premier pays en Europe. L'identité numérique, on l'a lancé avant les autres. Et chaque fois, les autres y arrivent. Ouais. Mais tu m'as dit un truc que j'ai entendu tout à l'heure, je suis pas rebondi tout de suite. Tu m'as dit, bizarrement, c'est presque plus difficile de le faire à Monaco qu'ailleurs. Oui, c'est presque plus difficile parce que pour 3 raisons. La première, c'est de l'économie de base, c'est les économies d'échelle. C'est-à-dire que créer un logiciel, n'importe lequel, pour déclarer la TVA, pour payer la cantine, pour 60 millions d'habitants ou 60 000, bon an, mal an, c'est pareil. C'est pareil. À part que tu divises les coûts par 60 millions, par 60 000. Et oui, c'est ça. Et donc, quelque part, quand on dit oui, mais bon, la France investit 1 milliard pour ci, ok, mais ce sont 60 millions, ou les États-Unis. Donc nous, quelque part, il y a des coûts incompressibles. Quand je fais un cloud souverain, quelque part, les coûts incompressibles sont sans commune mesure. Donc si Monaco est un État souverain, c'est plus cher, et en plus, on a une norme de sécurité plus élevée. L'État homologue chacun des outils. Donc, quelque part, oui, pour arriver à un niveau de service équivalent, c'est plus cher. La deuxième, c'est tout bête, mais c'est que Monaco est un pays qui va très bien. Or, le numérique, il arrive quand ça va mal. Je veux faire des économies... Je veux automatiser le service. Monaco, on aime l'humain, on a des moyens, on a une relation de village, et donc il n'y a pas un sentiment d'urgence. On ne vous dit pas, comme je parlais avec mon homologue français Jean-Noël Barrot, il me dit, moi je dois faire on doit faire aussi, l'administration doit automatiser, on doit faire des choses, ou pour son prédécesseur Cédrico, il y a des objectifs, je dirais, d'efficacité. D'accord. Nous, le sujet est quand même d'offrir plus de services tout en gardant le service humain. Et le troisième, c'est quand même aussi une culture où, quelque part, on est beaucoup basé sur l'interpersonnel. Et le numérique, par définition, c'est le processus, c'est la métrique, c'est des choses comme ça. Et donc, quelque part, ça contraint en disant, voilà, mais c'est pas lui, elle... Ouais, mais tu dis le numérique, c'est le process, ou le processus en tout cas. On s'imagine, alors peut-être à tort, je sais pas, que du coup, on se retrouve dans un monde numérique, parce qu'il n'y a pas que Monaco en interne, c'est Monaco avec le reste du monde aussi. Et quelle peut être la place de Monaco dans un monde numérique ? Parce que, par définition, Monaco ne rentre pas toujours dans toutes les cases. Donc, est-ce qu'on arrive à se connecter avec les autres ou pas ? Alors déjà, si tu m'autorises, je vais couper la question de qu'est-ce que c'est qu'un monde numérique et ensuite, comment nous, on prend une place ou pas dans ce monde numérique. D'accord. Un monde numérique... Déjà, c'est un monde normé. C'est tout bête, mais un monde numérique, c'est un numéro. On ne peut pas faire un numéro de SIRET à la main. C'est ça. C'est un monde... Il faut cocher la case. Sinon, tu es bloqué dans le process, tu es bloqué. C'est le monde du pass-Covid. C'est blanc, c'est vert ou c'est rouge. C'est ça. Et c'est des normes qui vont s'imposer à nous. Et en même temps, le monde du numérique, c'est à la fois un monde qu'on peut qualifier de rigide, de process, mais c'est aussi un monde où il faut avoir une vision. C'est-à-dire que quand j'arrive à Monaco, je dis, voilà... Monaco en 2025, ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait avoir une meilleure qualité de vie, ça devrait être une économie qui devrait se baser là-dessus. Donc, ça demande, pour un monde numérique, ça demande quelque part
une acceptation de dire il y a des tâches qui vont être... Et c'est une nouvelle répartition des tâches, une nouvelle répartition du monde entre ce que la machine peut faire, ce que la donnée peut faire et ce que l'humain peut encore mieux faire. C'est pas minimiser l'humain, c'est juste dire l'humain est exceptionnel pour plein de sujets, mais la machine et les normes vont devoir prendre telle part. Et c'est accepter une part de changement pour se réinventer. Et donc la deuxième question, c'est que moi je pense que Monaco, comme beaucoup de villes-États, est parfaitement armé pour ce monde numérique. Parce que le numérique, quelque part, qu'est-ce qu'il permet ? Le numérique, il permet à des pays qui n'ont pas d'espace d'avoir une croissance illimitée. Pour moi, il y a 2 industries fondamentalement qui peuvent croître 100 mètres carrés, ça s'appelle la finance et le numérique. Je caricature à l'extrême. Pour gérer 10 milliards ou 10 000, tu peux avoir 3 personnes dans un bureau. Il met tout le monde au PC. Pour lancer une application qui va être utilisée par 10 000 personnes ou 10 millions, tu peux avoir le même nombre de gens dans un bureau. Donc le numérique, pour moi, c'est à la fois des contraintes, parce que c'est un gros changement culturel, donc c'est ce que je me suis appuyé depuis le début de mon mandat, et en même temps, sur les sujets économiques, c'est l'opportunité d'une vie. Pour la première fois de son histoire, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, Monaco a l'opportunité de s'affranchir de son petit territoire. On a une opportunité de ne pas être limité par la croissance physique. On se pose toujours des questions... lors notamment des débats budgétaires, comment on va assurer la pérennité de la croissance économique, comment on va s'assurer de sortir 2-3 points de croissance dans les prochaines années. Ben là, on a une solution qui nous, quelque part, qui nous enlève la contrainte du mètre carré. Oui, après, moi, j'entends ce que tu dis et je pense qu'on est nombreux à l'entendre, mais il y a ce paradigme dans notre société qui est difficile à comprendre universellement, hein. C'est l'anecdote que tu m'avais racontée un jour et que j'ai gardée, de la valorisation du groupe PSA, c'est... alors, j'utilise un chiffre qui est certainement pas le bon, hein, je crois que c'est 2 milliards ou plus, je sais pas, avec 150 000 personnes qui travaillent, et la valorisation de WhatsApp, c'est 2 milliards avec 50 types sur un plateau, quoi. Pour que Monaco s'émancipe de son territoire, il faut aussi... qu'il y ait une évolution dans les mentalités, parce que il y a des générations qui n'auraient jamais imaginé WhatsApp quand même. Tu l'as en tête, ça. De toute façon, c'est une compétition. Alors, ce qui est difficile, c'est de changer de logiciel, sans mauvais jeu de mots. C'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde intemporel et exponentiel. Un monde où, quelque part, les choses peuvent aller très vite. Vous t'imagines, on l'a vu avec le Covid quand même. Hein. On l'a vu. Parce que tu as parlé du Covid tout à l'heure, où le numérique a quand même explosé, ou démontré des applications que certaines générations ou certains pans de notre société n'avaient pas inclus, sauf les visionnaires du numérique. Mais tout est allé très vite. Est-ce que ça va toujours aussi vite ? En tout cas, ça s'accélère, parce que là, si tu veux... la bonne nouvelle, il faut quand même être très positif, c'est que des pays y arrivent. C'est que, et c'est pas être visionnaire numérique, c'est être visionnaire du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est numérique. Et je prends un pays, je les cite souvent, nos amis de Singapour ou de Dubaï, ce sont des gens qui aujourd'hui ont mis ce numérique à la base, parce qu'ils sont petits, ils peuvent faire leurs lois, ils peuvent accueillir certaines entreprises, ils peuvent accueillir une population très qualifiée. Aujourd'hui, la vraie valeur, c'est la matière grise. Et donc, on est dans une économie des cerveaux, et une économie de la capacité d'investissement. Et Monaco peut très bien gagner ce 2 terrains. Il faut aujourd'hui de la capacité d'investissement et des cerveaux. Mais tu as raison. On parle de changement de paradigme. Aujourd'hui, on parle de réflexes qui ne sont plus les bons. On ne peut pas penser le monde en disant juste je construis l'usine 1, puis l'usine 2, puis ça va faire un produit, je vais le vendre, et puis d'ici 10 ans, j'aurai tant. Aujourd'hui, les choses peuvent aller très vite, peuvent baisser très vite. On a vu WeWork qui met la clé sous la porte. C'est incroyable. C'est un monde... En même temps, le Covid a peut-être sonné le glas du coworking aussi. Hein. Alors, je pense que le coworking, comme les premières diligences dans le Far West, tout le monde trouvait ça génial. Quelques-unes sont tombées dans le fossé, puis on est rendu compte qu'il fallait quand même mettre un peu de protection, que les chevaux, il fallait nourrir, et qu'au bout d'un moment, on allait être un tout petit peu intelligent. Je pense que c'est pareil pour le coworking, pareil pour le télétravail. On va trouver... Il n'y a rien, on s'enflamme, et on trouve un juste milieu. Mais ce qui est sûr, et tu parlais de l'accélération, moi je pense que le Covid a augmenté quelque chose, mais là on arrive dans l'époque de l'intelligence artificielle, et je pense qu'on va arriver sur des sujets monumentaux. Je pense que dans quelques années, réserver tes vacances sera absurde. Passer un coup de fil ou passer sur Internet, parce que le logiciel saura que tu aimes tel type d'hôtel, que tu aimes là où il y a un match de basket de l'AS Monaco, et ils te diront juste...
Je lisais un article intéressant sur mon ancienne maison, sur Amazon, où il disait le rêve d'Amazon, qu'ils espèrent réaliser à 5-7 ans, c'est de pouvoir t'envoyer des articles et qui soient tellement pertinents qu'en fait, tu n'en renvoies qu'une partie et que ce soit plus rentable pour eux de te les envoyer préemptivement. On va arriver dans un monde où la finance, la façon de travailler, l'économie vont être massivement impactés, que ce soit les jobs, que ce soit les revenus, par l'intelligence artificielle. Et oui, on dit toujours, enfin moi je t'ai écouté plusieurs conférences que tu as données, plusieurs prises de parole, tu disais à l'horizon 2030, il y a plus de 20% de jobs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui qui seront sur le marché. C'est-à-dire que on va aussi, notre monde va aussi inventer des professions. Enfin, ce monde numérique dont tu parles va aussi, cette matière grise dont tu parles, va aussi inventer des professions. L'économie a profondément changé, et encore, comme quoi il faut toujours être assez modeste. Aujourd'hui, on parle plutôt de 40. Donc, le Frédéric d'il y a 2 ans s'était trompé, n'était pas assez ambitieux, par rapport au Frédéric de maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'une machine est capable de faire pour tout ce qui est traitement du texte, traitement de l'image, traitement de la vidéo, traduction, et c'est que le début. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. Et ce qui change là-dedans, parce que tout le monde me dit, ok, mais vous êtes bien gentil, mais l'intelligence artificielle, on en parle chaque année, qu'est-ce qui change? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est appelé ChatGPT ou Bard chez Google, comme on veut, qui a rendu ça accessible à tous. Et avant, c'était une bande d'ingénieurs dans la Silicon Valley qui se rasaient pas, qui étaient dans des caves. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT. Pour les analystes chez Goldman Sachs à Londres sont formés à ça. Et donc, quelque part, on a sorti le dentifrice du tube. On ne peut pas rentrer le dentifrice dans un tube. Donc aujourd'hui, c'est sorti. Et donc, les entreprises doivent faire. Et l'accélération, elle est parce qu'on a mis ça dans la main des gens. C'est un peu ce que dit Elon Musk, d'ailleurs. Hein, on a sorti le dentifrice du tube, il ne dit pas ça, mais c'est un peu ce qu'il décrit comme process quand il parle de l'intelligence artificielle et de l'évolution du monde d'aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas... certaines dérives quand même, Fred, quand on y réfléchit. Parce que, notamment, puisqu'on parle d'Elon Musk, il a quand même transformé Twitter en une plateforme difficilement contrôlable aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est que toute nouvelle technologie qui impacte fortement le monde aura des plus et des moins. Il y aura, c'est pas est-ce qu'il y a un risque, c'est il y aura malheureusement des dérives. Et il y aura des choses positives. Mais c'est comme au moment où on a inventé l'électricité. Il y a des gens qui se sont remis en question, qui ont électrifié tout. Il y a des gens qui n'ont pas voulu. Il y a des gens qui se sont brûlés avec l'électricité. Ce qui est sûr, c'est que on va pas pouvoir faire différemment. Ce qui est sûr, c'est que l'économie, dès l'année prochaine, va être profondément impactée par ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra tout faire pour contrôler. Mais il faudra tout faire aussi pour savoir gérer des crises, parce qu'il y aura des problèmes, il y aura des problèmes d'éthique, parce que l'intelligence artificielle a des problèmes d'éthique, des biais. Elle reproduit en fait l'intelligence notamment sur la propriété intellectuelle, il y a des problèmes d'éthique. Intellectuelle, sur les biais racistes, sur les biais féministes, sur une capacité à aller trop loin dans un sens, sur une... donc quelque part, ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre des années charnières, des années de potentiel énorme, mais des années de risques aussi forts. La bonne nouvelle, c'est quand même que les différents pays s'organisent. Je pense au forum qui a eu lieu au Royaume-Uni il y a quelques semaines avec l'ensemble des pays, dont les Américains, pour créer une gouvernance pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais je pense qu'en plus l'Europe est profondément bien armée pour réguler, quelque chose que l'Europe fait bien. C'est la blague du président Macron qui est aux États-Unis, ils ont les GAFA. En Europe, on a le RGPD. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est massif. On est en peine en train de toucher les premiers jobs. Je pense que si on refait ce podcast dans 2 ans, on se dira, on en avait vu 10%. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement agile, parce que l'opportunité est énorme et le risque aussi. Mais ce qu'il faut, c'est écouter, se former, réagir, tester, et surtout, je dirais juste là-dessus, accepter de se tromper. Je pense que là, c'est une culture qu'il faut avoir, c'est on a essayé, on a raté. Et c'est pas grave. Et oui, mais ça, tu sais très bien que cette culture entrepreneuriale que tu décris,
Tu sais très bien que dans nos sociétés occidentales, et surtout des bords de la Méditerranée, ce sont des préceptes qui ont du mal à passer. L'erreur, on s'est trompé, c'est difficile à envisager. Donc, comment on implémente l'expertise que tu décris dans un contexte sociétal qui n'est pas forcément favorable? C'est très difficile. Le changement culturel est le plus difficile. Ah ouais. Le changement technologique, on y arrivera toujours. Bon an, mal an, on y arrivera. Et moi, j'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires, que ce soit sur notre activité ou sur le numérique. Mais la première chose, c'est que c'est pas le monde change, c'est le monde là a changé. Il a changé. En fait, ce que tu dis, c'est que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. Quand on imagine l'image du dentifrice qui est sorti du tube, effectivement, on peut pas réparer ça. On peut pas le changer, quoi. Non, j'encourage tous les auditeurs à tenter ce soir de mettre le dentifrice dans le tube. Et s'ils y arrivent, je suis preneur d'une photo. Mais blague à part, non. Aujourd'hui, c'est pas le monde change, c'est le monde a changé. Aujourd'hui, les entreprises technologiques sont valorisées ce qu'elles sont, les services et c'est une course. C'est une course des États. Si on prend nos voisins français, italiens, notamment la France, fait beaucoup de travail sur le deep tech, fait beaucoup de travail sur... Chaque pays est en train, en fait, à la fois de faire une course à la réussite et de trouver son rôle. Trouver sa place dans ce... Trouver sa place. Et donc, moi, mon ressenti, c'est que Monaco doit trouver... La stratégie de Singapour ou celle de la France ne sera pas celle de Monaco. Ouais. Par contre, Monaco ne peut pas ne pas avoir de rôle sous peine d'être très, très affecté. Donc, qu'est-ce que ça peut être, le rôle de Monaco dans un monde qui change ? Ça peut déjà être le fait d'être un endroit où, grâce à la combinaison de l'humain et de l'intelligence artificielle, le service rendu est exceptionnel. Ça peut être un endroit où on finance l'innovation. On dispose de résidents, de family office, de banquiers, où l'innovation se finance. Ça peut être un endroit où les gens qui ont monté ces structures viennent piloter leur activité depuis ici, sans forcément installer tout le monde, sans bouger le lab de Stanford à ici, mais ça peut être... On peut attirer les talents. Monaco, sa place, par définition, va être pour une petite partie des gens, mais nous devons être sûrs que le progrès ici se finance et se gère depuis la principauté, en tout cas pour l'Europe. C'est ce que fait avec succès Singapour, c'est ce que fait sur sa zone d'influence les Émirats Arabes Unis. On doit pouvoir espérer, parce que économiquement, ça va rebattre massivement les cartes. Massivement, l'argent va changer de main. L'argent va changer de main, oui. Ça, à t'écouter, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est ce qui transparaît de tout ce que tu viens d'évoquer, c'est que l'argent va changer de main, parce que, in fine, c'est ça qui va être le moteur de tout ce changement. L'argent va changer de main, essayons qu'en tout cas, il ne change pas de pays. Ça fait la transition avec l'attractivité, parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, là, mais c'est ça le discours que tu tiens quand tu parcours le monde et que tu rencontres des gens, c'est ça. Tu leur dis Monaco est une terre d'opportunités, y compris pour vous. C'est ça que tu dis ? Moi, je leur dis déjà, vous connaissez mal Monaco. Parce que déjà, Monaco en tant que tel est super attractif. Parce que parfois, il y a un produit, on essaie de le vendre, on ne l'achète pas. Parfois, les gens, juste en connaissant Monaco, et le souverain a inauguré la British School, par exemple, cette semaine, on a 3 systèmes scolaires à Monaco, on a une sécurité hors norme, on a un excellent système de santé, on a 140 nationalités. On a une vraie élite européenne qui habite à Monaco, des résidents, tu connais les sportifs, mais pas que, de qualité extraordinaire. Monaco, c'est un club où vous avez envie de venir. En plus, les choix qui ont été faits par le pays depuis 20 ans, donc je suis très confortable parce que je n'y suis absolument pour rien pour en parler, mais Monaco est un pays stable depuis 700 ans. Les autres pays sont de plus en plus instables. Monaco est un pays sans dette depuis toujours. Les autres pays sont endettés. Les gens, à ce niveau-là, ne sont pas naïfs. La dette d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Les pays sont de plus dangereux. D'autant plus après le Covid. Ils ont tous compris que le quoi qu'il en coûte, il y a bien quelqu'un qui va le payer quand même. Il va coûter. C'est ça. Les pays sont de plus en plus dangereux et, je dirais, insécurisés. Monaco. Donc, quelque part, aujourd'hui, les jeunes, notamment, veulent du sens. Depuis 2002, le souverain s'engage sur les sujets liés au développement durable et l'environnement. Donc Monaco, quelque part, depuis 20 ans, a pris tous les bons actes qui comptent le plus aujourd'hui. Donc déjà, on est naturellement attractif. Ça, il faut le dire, et c'est totalement indépendant du travail d'attractivité. C'est vrai que c'est important, parce qu'on a souvent l'impression, quand on parle d'attractivité, qu'on a besoin d'être attractif. En fait, on l'est. On l'est. Et
Le but du jeu, maintenant, c'est de le faire savoir, et c'est pas à toi que je vais apprendre l'importance de communiquer, dans des pays qui sont clés pour nous. Le but aussi, c'est de renforcer l'accueil. On avait un terme chez Google que j'adorais, quand on parlait de l'accueil d'un nouveau, ou c'était les magic moments, un nouveau client. Oui. Quand la personne rencontre un ambassadeur, quand la personne rencontre les services de l'État, quand la personne s'installe à Monaco, rencontre les télécoms, la SMEC, etc., c'est des moments où la personne va se dire « Monaco, c'est bien, c'est pas bien ». Et quelque part, ça va s'ancrer. Donc on a vraiment intérêt à réussir ces moments. Pareil pour un salarié. Comment le processus d'embauchage, comment est-ce que ces gens arrivent, première fois où ils travaillent, est-ce que l'expérience est bonne ou pas. Donc on est sur l'accueil, et ensuite il y a pour moi quelque chose qui est essentiel et sur lequel je travaille, c'est nous avons la chance d'avoir dans ce pays des gens extraordinaires, des grands financiers, des grands entrepreneurs. Il faut les connaître, les impliquer et mettre tout ce talent au service de Monaco. Et je pense que cet atout, et c'est là-dessus qu'on travaille avec Suez Attractivité, tout en l'alliant au numérique, en disant comment on fait évoluer. Parce que par contre, on est très attractif, mais dans les années qui viennent, pour rester attractif, on va devoir faire des changements, je pense, liés à ce qu'on a dit avant numériquement, massifs. Liés à ce qu'on a dit précédemment, de toute façon, ces changements-là, il faut les adopter. Tu parlais d'opportunité. Une opportunité, par définition, c'est quelque chose qui se saisit ou pas. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est là devant et qui va se coller à nous, hein, il faut aller la chercher aussi. Là, quand je t'écoute parler, je me dis, et tu parles de communication, je me dis, faire connaître Monaco, c'est quand même aller au-devant. Hein, parce qu'on a toujours l'impression que Monaco, suffit qu'on attende, ça va venir, quoi. En fait, ce que tu décris, c'est une dynamique complètement contraire. C'est de dire, pour faire connaître Monaco, il faut aller au contact, quoi. Déjà, Moi, j'avais un truc que j'adorais chez Amazon, c'était que quand on faisait une réunion, et c'est vrai, je pense que c'est toujours le cas, il y avait toujours une chaise vide dans la salle. Et c'était, qu'est-ce que penserait le client final de ce qu'on fait ? Ça. Et donc moi, j'ai un réflexe qui est tout bête. Hein. Quand je prends un problème, notamment sur les sujets économiques et d'attractivité, c'est de me dire, est-ce qu'on connaît notre client ? Qui est notre client ? Notre client, qui peut être l'investisseur, qui peut être le résident, qui peut être le salarié. Il a des opinions sur Monaco qui s'est fait de diverses manières. Il a lu des articles. Moi, j'ai envie qu'il sache ce qu'est vraiment Monaco et le Monaco réel et le Monaco qu'on veut dessiner. Et ces gens-là, ils sont très courtisés. Les talents sont courtisés, les salariés sont courtisés, les résidents et entrepreneurs potentiels sont courtisés. Et donc, je pense que en fait, si on veut... Et il y a une compétition féroce pour ces gens-là. Tu prends Dubaï, le Golden Ticket, tu prends Singapour, programmes spéciaux. En fait, ces gens-là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ils ont dans leur escarcelle des pays qui viennent, qui, le fiscaliste leur dit c'est plutôt ça, leur épouse leur dit c'est plutôt ci. Et en fait, à la fin, ils doivent faire un choix. Et quelque part, on se bat pour attirer des gens clean, de qualité, qui ont envie de construire une aventure économique dans un nouveau pays, qui ont sans doute déjà réussi avant, qui ont envie de travailler... Prolonger leur succès, en fait. Exactement, de prolonger leur succès. On a eu beaucoup de débats sur ces sujets-là avant. Et je pense qu'en fait, il est pas important, il est essentiel qu'ils pensent Monaco. Et je pense qu'on surestime parfois à quel point on peut être connu, on peut être compris. Que les gens disent yes, Monaco, le Grand Prix. C'est ça. Mais non, mais à quel point on est compris. Et je pense qu'on a une énorme vocation. Et je pense qu'il faut plus communiquer. Il faut plus expliquer. C'est pas communiquer, c'est pas du yaourt qu'on vend. C'est ça, c'est pas des affiches avec marqué Monaco, c'est chouette, quoi. C'est pas ça. Non, c'est expliquer. C'est un produit complexe, un pays. C'est Monaco, c'est quelque chose d'unique. Et expliquer ça, ça prend du temps. Et l'expliquer aux bonnes personnes, avec ces bonnes personnes, ça prend du temps. Et c'est vraiment ça, avec la notion d'accueil et d'intégration des communautés, que l'attractivité, c'est une petite équipe, on parle de 5-6 personnes, mais qu'on essaye de faire et où on travaille vraiment avec l'ensemble des parties prenantes monégasques pour dire, attendez, on est très bon, mais rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on est bon c'est pas parce qu'on est premier à la trêve en décembre au foot qu'on va gagner le championnat, ouais. Non, ça c'est clair. C'est un sujet dont vous parlez parce que ta maman est quand même ambassadeur depuis de nombreuses années. C'est elle qui a lancé l'ambassade de Monaco au Royaume-Uni, avec l'idée de la maison Monaco, donc où son idée c'était de proposer une ambassade à l'intérieur de laquelle il y a différents étages avec différentes portes d'entrée pour Monaco.
Est-ce que c'est dans la continuité de ça, un peu, ce que tu décris ou pas? Ah oui, alors moi j'ai j'ai énormément d'admiration vraiment pour ma mère, pour sa vie aujourd'hui d'ambassadeur, mais aussi pour la vie d'entrepreneur qu'elle a eu avant. Ouais. Mon père était un génie créatif dans les montres, ma mère était la chef d'entreprise derrière qui a fait que ça a été un succès. Je veux dire, pour le coup, je pense que il formait un binôme fabuleux. Moi, j'ai grandi avec ça. Ouais. J'ai grandi avec ça. Ouais. J'ai grandi en entendant les mots Brunei et Singapour quand j'étais dans ma chambre à Monaco, que j'allais jouer au tennis. Donc, je pense que ma mère, elle a une première qualité qui est immense, c'est elle pose toujours la question, à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait une ambassade? Pourquoi au Royaume-Uni? Et la réponse, c'est pour aider Monaco. Alors, le Royaume-Uni est un pays d'influence pour l'Europe. Il faut qu'effectivement l'image, et donc elle travaille beaucoup. Le Royaume-Uni et à la fois les Britanniques et les résidents de domicile sont des populations fortes de la communauté monégasque. Il faut qu'on soit présent et que l'ambassadeur et ses équipes travaillent pour, quelque part, rendre la vie la plus facile des futurs résidents. Ouais. Monaco, c'est du tourisme, c'est de l'économie, c'est du diplomatique. Eh bien, on va tous travailler ensemble plutôt que créer des silos. Et donc, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon approche du développement économique, je me dis, oui, connais ton client, connais les pays, assure-toi que les bonnes personnes viennent à Monaco et assure-toi que quand ils viennent, ils puissent rencontrer l'équipe, développer des family office, des fonds, des entreprises. Le rôle d'un pays, c'est pas de... Je suis désolé, je reprends une métaphore sportive. C'est pas d'être avant-centre, c'est être arbitre. Mais d'assurer que et préparateur, que les joueurs, ils ont les bons crampons, que la pelouse est bien tondue, que le ballon est bien gonflé. Et le job d'un pays pour développer son économie, c'est vraiment de s'assurer que les bonnes personnes sont recrutées, amenées et font le meilleur match possible. Alors toi, ton sport numéro 1, c'est quand même le foot, de ce que j'entends. Le foot et le tennis. Le foot et le tennis. Ouais. Tu joues ? Beaucoup au tennis. J'ai arrêté le foot. J'étais passé de 11 à 7 et puis de 7 à rien du tout. Mais non, moi je suis un dingue de tennis, je suis un dingue de ski. J'essaie de jouer plusieurs fois dans la semaine. J'étais partenaire au Monte Carlo Country Club. Non, moi, je trouve que le tennis, il y a joué au golf aussi pas mal avant d'avoir ma fille, mais je trouve que le tennis, il y a un côté physique, mais il y a aussi un côté tactique. Je pense qu'il y a vraiment un côté... Oui, clairement. C'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus malin souvent qui gagne. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un match contre deux adversaires peut jouer de manière complètement différente. Et j'aime bien, si on poursuit la métaphore des États, c'est que faut vraiment jouer avec ses forces et trouver les faiblesses des autres. Et on peut être moins fort et gagner. C'est la discussion de Nadal qui dit j'ai gagné Roland Garros la dernière fois alors que j'avais le pied endormi parce que j'arrivais plus à marcher, mais je l'ai gagné dans la tête, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est un sport. Puis on est tout seul avec sa raquette. Il n'y a pas grand monde derrière qui se cachait. Donc moi, je suis mais pourtant, tu es un homme d'équipe plutôt. Enfin, moi, qui te voit travailler, alors pas quotidiennement, mais assez régulièrement. T'es toujours très entouré. Enfin, ta force, c'est ton équipe aussi. Alors, si on y arrive, c'est grâce aux 300 personnes avec qui on travaille. Moi, j'ai la chance d'avoir Pascal, Christophe, Jean-Charles, Julien, les directeurs auprès de moi, et maintenant Chloé Diego sur notre activité. Une équipe extrêmement forte. C'est sympa d'ailleurs de les appeler par leur prénom. Voilà, ouais, non, mais on a une équipe vraiment soudée. On se tend extrêmement bien. Mais c'est vrai que pour me ressourcer, moi, j'aime bien être un petit peu seul, un petit peu dans les pensées. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis toute la journée à fond dans l'équipe, et puis à un moment, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, et le sport m'aide à ça. J'ai besoin de... C'est un moment à toi, quoi. C'est un moment à moi. Je suis quelqu'un qui préfère plutôt les relations en petit comité. Je suis pas très extraverti. J'aime bien les dîners en petit comité avec les gens que j'aime bien. Donc, j'ai un métier aujourd'hui où je dois avoir une présence sociale. Mais elle s'arrête quand le PC est rangé et quand je reste avec mes amis. Donc non, moi je suis quelqu'un qui est plutôt... j'aime bien couper, j'aime bien me retrouver un peu seul avec moi-même, réfléchir pour après pouvoir repartir. Et le tennis, c'est quand même super pour ça, quoi. Ouais. Tu dis j'aime bien couper, j'aime bien pouvoir me ressourcer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu devais donner les 3 éléments qui rythment ton quotidien, il y aurait du stress dedans, il y aurait de la pression. Je pense que mon quotidien, c'est un peu comme
un hélicoptère qui fait que descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Ouais, alors tu as vraiment besoin de te ressourcer. Alors. Non, mais pas au sens du stress, mais au sens de, on a un moment, on va réfléchir à qu'est-ce que va être, par exemple, l'avenir de l'éducation, et puis après on va dire, la ligne téléphonique a pété, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, il faut le résoudre. Ouais, c'est ça, et où est-ce qu'on met les antennes Monaco Télécom? Mais en même temps, comment on va créer un dossier médical partagé avec intelligent, avec la France? Mais en même temps, Word, on a un problème de licence, qu'est-ce que tu fais? Et donc en fait, c'est des journées où il faut à la fois, et c'est ça qui est assez sain dans ce métier, je trouve, c'est que à la fois il y a une vraie obligation de résultat opérationnel, on n'est pas hors sol, parce que tous les jours, ce que tu as dit, quand ça marche pas, et quand ça marche. Et tous les jours, on a quand même 200 applications, 150 téléservices, 36 000 actes en ligne qui se font chaque année par les gens. Donc, c'est quand même des choses qui, en fait, on est sanctionné chaque seconde. Ouais. Et en même temps, on est obligé de se dire, c'est notre mission, ok, mais Monaco à 1 an, à 2 ans, parce qu'en fait, numérique et futur se conjuguent. Moi, je réfléchis pas au Monaco numérique, moi, je réfléchis au Monaco dans un monde, dans 1 an et dans 2 ans. Et comment on est compétitif, comment on est pertinent. Et ouais, mais toi, c'est parce que tu réfléchis comme ça, parce que pour toi, le numérique est déjà inclus. Oui. C'est pour ça que tu le sors de la réflexion. C'est que, voilà. Mais est-ce que, et je suis sûre que tu vas me répondre honnêtement, est-ce que tu peux me garantir que tous les interlocuteurs que tu as face à toi, qu'ils soient au Conseil national, au gouvernement, dans le secteur privé, à Monaco, est-ce qu'ils en sont tous convaincus ? Je vais répondre de façon différente. Je pense qu'ils sont tous convaincus que ça va arriver. Je pense qu'il n'y a pas une conscience de l'urgence. Et je pense qu'il y a une conviction, qui à mon avis est fausse, et ça je l'assume, qui est d'opposer encore numérique et humain au numérique. Et je pense que c'est une erreur majeure. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique, c'est pas il va arriver, c'est il est là. C'est l'expression nouvelle technologie qui me rend dingue. Tu parlais de ta fille tout à l'heure. Quel âge elle a, Elsa ? 5 ans. 5 ans. Je suppose que Elsa, elle vit déjà le numérique. Ah ben... Mais pas parce que son papa, c'est Frédéric Ginta. Elle le vit parce qu'elle a 5 ans dans un monde où... non, je sais pas. Est-ce qu'elle a déjà une tablette ? Est-ce qu'elle sait déjà se servir du téléphone de papa ? Est-ce que... Alors, Elsa, elle a des réflexes, c'est assez rigolo. On en parlait avec ma mère récemment, mais Elsa, elle a des réflexes... pour elle, déjà... J'enlève, parce qu'elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de tablette quand même, mais par contre, elle ne comprend pas que les choses ne soient pas immédiatement accessibles. Eh oui. Elle ne comprend pas. C'est ça le numérique, hein ? Elle ne comprend pas pourquoi, si papa il a promis, parce que papa se fait rouler dans la farine par sa petite fille, mais si papa il a promis le nouveau jouet pas de patrouille, pourquoi le lendemain matin il n'est pas arrivé dans la boîte aux lettres ? Elle comprend pas si papa il a promis l'épisode de Picsou 12B. Pourquoi il ne sera pas là dans la minute ? Ouais. Et donc, quelque part, donc, là, aujourd'hui, elle finit d'apprendre à lire, mais quelque part, elle est dans un monde, quelque part, où elle a compris l'immédiateté, elle a compris la connexion. Pour elle, c'est normal de parler à sa grand-mère, même si sa grand-mère n'est pas dans la pièce. On peut appeler ses 2 mamies. Pour elle, c'est normal. Elle peut les voir, même si elles ne sont pas dans la pièce. Elle peut les voir. Pour elle, c'est normal que de voir papa, quand il n'est pas rentré sur Monaco Info, faire le JT et dire « Ah, mais c'est papa à la télé ». C'est ce qui, quand toi et moi, on avait cet âge-là, serait passé pour de la science-fiction. Je veux dire, donc quelque part... Et donc Elsa, elle est prête, mais comme tous les enfants un peu, ou tous les jeunes de sa génération, elle est dans un monde qui est profondément différent. J'étais invité, mais comme toi, lundi, à la conférence du tourisme. Ouais. Et le type disait, qu'est-ce qui change dans un monde numérique ? Alors il disait en anglais, il disait « the intolerance to pain ». Ouais. Les gens ne supportent plus de par le service. Ouais. Et donc quelque part, nous, Monaco, qui vendons un service exceptionnel, on doit savoir que nos clients ont changé. Et donc quelque part, oui, on est dans un monde où l'immédiateté est importante, sans sacrifier la sécurité. On est dans un monde de paradoxe. Il faut le service tout de suite, mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut accueillir ces gens-là, mais il faut des gens honnêtes. Et donc, quelque part, c'est là où on va devoir vivre des époques compliquées parce que les gens veulent tout et son contraire. Et c'est là qu'il va falloir maîtriser les outils parce qu'avec les moyens humains qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas faire tout et son contraire. Donc, il va falloir que l'humain reste aux commandes,
mais que la machine se mette à notre service. C'est ça, en fait, hein, Frédéric. Est-ce que tu comprends, pas le scepticisme, mais en tout cas, il y a ce mot anglais que j'arrive jamais à traduire, c'est reluctancy, tu vois, cette espèce de freinage, de certains qui disent donner trop de confiance ou donner la confiance au numérique, c'est perdre le contrôle. Déjà, il y a plusieurs problèmes avec cette reluctancy. La première chose, c'est pas parce que le monde change qu'on a mal fait avant. Parfois, certaines personnes peuvent dire oui, mais si tu dis que aujourd'hui il faut faire ça, c'est que tu critiques mon travail. Non, ce qui a été fait à une date T était très bien, et à un T plus 1, il faut faire une chose différente, et c'est pas grave. Mais déjà, il y a pas une compétition entre le passé et le présent. Ils sont pas en compétition. Ce qui était bien avant peut être plus pertinent maintenant, et c'est juste la vie. Et ce que je te dis aujourd'hui, dans 2 ans, tu auras quelqu'un qui va te dire non, aujourd'hui c'est différent, et ça sera pas parce que tu aurais fait du mauvais boulot. Ça, c'est pas grave. Mais déjà, il y a une espèce d'idée qui est de dire ne mettons pas en compétition le passé et le présent. Chacun a son rôle. L'avant et l'après, ouais. La deuxième chose, c'est on ne maîtrise pas. Et c'est vrai que c'est le gros changement de paradigme, et grâce à toi, je vais mettre des meilleurs mots dessus, mais c'est il faut accepter d'encadrer et de plus maîtriser. Le numérique, l'intelligence artificielle, c'est un monde qui va tellement vite qu'il faut mettre des bornes, mais on ne peut pas tout contrôler à la virgule. Par contre, ça implique une vigilance drastique sur tous les risques, cybersécurité, usurpation d'identité, harcèlement, biais, fraude, et ça implique des moyens massifs. Phishing, et ça implique en fait un encadrement, je dirais quasiment militaire, parce que la maîtrise point par point ne marchera plus. Donc c'est un changement en disant on ne contrôle plus des actions, mais on contrôle un flot. Et ça, c'est intellectuellement très difficile à accepter, mais encore une fois, le monde va là, et c'est ni de ma faute ni de la tienne. Oui, c'est pas de notre faute, effectivement. Moi, ce que j'essaye, là où j'essaye d'arriver avec toi, c'est parce que tu parles d'attractivité et parce que tu as pris ton bâton de pèlerin parce que c'est ça, en fait. Hein. Je me dis, à quel moment tu arrives à rassurer ? Parce que tout ce dont on parle là, Fred, c'est la perte de contrôle, le changement de paradigme, etc., ça crée du stress, ou en tout cas une appréhension. Donc à quel moment et comment tu arrives à rassurer ? Il y a 2 aspects pour rassurer qui sont indispensables. Déjà, rassurer, c'est indispensable parce que... Bah oui, sinon tu embarques personne. Parce que même si tu arrives avec la raison, si le cerveau limbique, et qui plus est le cerveau reptilien encore en dessous, le cerveau qui est 100 à 1000 fois plus ancien sur lequel on prend, aura toujours le dessus. Donc même si avec ta raison, tu comprends, si avec ton cœur, tu n'es pas embarqué, ça ne sert à rien. On perd tous du temps. L'émotion, c'est le facteur du choix. Ça, c'est sûr. Et on est des êtres émotifs. Et une fois qu'on a compris ça, on est et nous comme les autres. Je pense qu'il y a déjà un gros sujet qui est de former. Former. Faire comprendre. Faire comprendre, expliquer, donner les outils, encadrer, prendre du temps. C'est ça que plus on s'y prend tôt, plus former. Et la deuxième chose, c'est sécuriser. Et là, pour le coup, je prends l'exemple de mon camarade et collègue Frédéric Fautrier. La MSN, qui a été lancée il y a quelques années, fait un boulot... La MSN, c'est l'agence monégasque pour la sécurité numérique. Hein. Exactement. Fait un boulot de dingue. Pour moi, l'appréhension, elle est réelle, elle est légitime. Parce qu'il faut être fou aussi ou alors il faut être inconscient pour se dire, il y a un fossé, je me jette, je réfléchis pas, je vois pas... Ça. Donc, et la solution, c'est expliquer, montrer les avantages, montrer que les gens vont avoir plus de temps pour faire, si on prend service public, plus les outils de numérisation, de script papier sont automatisés, plus les gens peuvent échanger avec les usagers, miser sur l'humain. C'est plus agréable, je pense, pour quelqu'un d'échanger et de discuter avec un humain que de remplir des notes, chose que les gens préfèrent. Donc c'est montrer pourquoi pour eux c'est bien, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Parce que ce que les gens ont à perdre, c'est toujours évident. Mais ce qu'ils ont à gagner, ça l'est moins. Donc il y a un énorme boulot, et ça, on le fait, et il faut qu'on continue à le faire, peut-être le faire plus. C'est un pédagogie. Moi, mon obsession, quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, c'est d'expliquer et fédérer. Et mon rôle, c'est d'expliquer que dans ce monde-là, on n'a jamais eu autant de chance, et on a une opportunité à jouer, mais que ça prend un temps, et qu'on est à la dispo des gens pour rassurer, expliquer, et que c'est normal de ne pas être à l'aise. Être à l'aise sans comprendre, ce serait de la folie.
Donc là, quand les gens ne sont pas sereins, ça montre qu'au contraire, ils sont plutôt intelligents et comprennent qu'il y a un sujet. Donc c'est plutôt rassurant quelque part, cette reluctancy. Oui, ce que tu dis, et ce qui est plutôt rassurant dans ce que tu dis, c'est que on entend toujours l'espoir. On entend toujours, dans la façon dont tu abordes cette évolution inexorable, on entend toujours l'espoir de quelque chose de bien qui va arriver, donc d'avoir un esprit créatif, d'avoir un esprit volontaire, plutôt que d'avoir un esprit figé. De toute façon, on n'a pas le choix, il y a une opportunité. Moi, mon opinion, c'est qu'on va la saisir. Et je veux dire, et en plus, pourquoi je peux être résolument, et là encore une fois, c'est pas du tout grâce à moi, mais pourquoi je peux être résolument positif, c'est que ce pays, depuis 700 ans, a toujours réussi à se renouveler, a toujours réussi à se réinventer. Oui. On fête le centenaire du prince souverain Régnier III. J'avais vu le documentaire Le Prince Régnier par lui-même, et on voit à quel point ce prince souverain a réussi à réinventer le tourisme, à réinventer l'habitation, à réinventer la finance, à réinventer la SBM. Le prince souverain Albert II, pareil, sur les sujets vraiment liés à l'environnement, sur la modernisation du pays, les finances du pays sont jamais portées aussi bien. Ce pays s'est profondément modifié. On a pris le virage numérique. Oui, parce que le Monaco d'Albert II, c'est pas le Monaco de Régnier III quand même. Exactement. Depuis 2005, on a vu en interne des profonds changements, et j'en suis quelque part une preuve avec cette nomination sur le numérique. Moi, j'en ai été un outil qu'a souhaité le prince pour ça, mais aussi sur la scène internationale. Genre, ce pays n'a jamais eu une aussi belle réputation. Moi, dès que je vais étranger, on me dit oui, les engagements, votre souverain, il pèse, il pose les bonnes questions sur la planète, sur les océans, il a une voix qui porte, et je pense que ça a été un précurseur et un visionnaire, bien avant que ça devienne quelque part la chanteuse. Et quelque part, cette vision a positionné Monaco. Or, nous, en interne, les grandes transitions, les grandes modifications ont été prises, et en amont, on l'a dit avec l'identité, avec le cloud, les choses ont été faites avant les autres. Et là, on peut être très fier de cette impulsion qui nous a permis d'avoir de l'avance, mais aussi les grands changements de notre époque, à commencer par le développement durable, ont été anticipés avant. Donc je pense que l'image de modernité de Monaco, de pertinence du pays, de représentation à l'international, de force de ce petit pays, a énormément bougé depuis 2005. Quand on s'appelle Junta, est-ce qu'on n'a pas aussi cette envie d'avancer chevillé au corps? Parce qu'on a parlé de ta maman, mais on n'a pas parlé encore beaucoup de ton papa. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est un génie. D'ailleurs, vous avez, avec ta maman, vous avez créé une association qui s'appelle les Gérald Junta Heritage. Oui. Qui a un prix annuel pour récompenser, en tout cas soutenir les jeunes créatifs. Donc, est-ce qu'on n'a pas... Quand on s'appelle Junta, est-ce qu'on n'a pas ça un peu dans son ADN aussi? Alors déjà, on n'a pas le talent je n'ai pas le talent de mon père pour créer, parce que sinon je serais beaucoup, beaucoup plus doué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'inspire toujours de ses parents, et surtout quand on a de l'admiration, comme c'est mon cas pour mes deux parents. C'est une force d'avoir de l'admiration pour ses parents. Absolument, et moi je suis admiratif de ce qu'ils ont créé. Mon papa est d'abord quelqu'un qui est parti avec rien. Donc il n'a pas eu comme moi la chance de partir avec des avantages, l'option de faire des études, de pouvoir voyager. Donc, bien sûr. Et donc c'est quelqu'un, déjà pour sa réussite en telle, quelque part, a réussi à s'élever dans la classe sociale juste à la force de son talent. C'est quelque chose qui me voue un respect éternel pour mon père. Et effectivement, il avait, peut-être que je m'en inspire, cette idée de dire... on peut penser différemment. C'est quelqu'un qui a réinventé l'horlogerie, c'est quelqu'un qui a réinventé les formes, qui a réinventé les matières, l'usage de l'acier sur les montres. Et quelque part, moi, ce que j'ai appris quelque part de ma mère, c'est un vrai côté international, c'est une vraie compréhension des enjeux économiques, c'est une vraie, je dirais, une vraie rationalité, mais aussi un vrai contact aux autres. Pragmatisme quand même. Et aussi une vraie capacité sociale extraordinaire qu'elle possède. Mais mon père, ce qu'il a appris, c'est pas parce que lundi on t'a dit que le bouton était rouge que s'il est mieux vert, tu peux pas être vert. Et c'est vrai que ça donne une force en disant d'accord, je comprends qu'il y a un historique, je comprends qu'il y a un héritage, mais si j'ai la conviction que le monde va en certaines choses et qu'il faut faire des choses,
je défendrai des changements. Et pour l'instant, ça a plutôt réussi, parce que le vrai danger, c'est d'accepter le statu quo et de ne pas bouger. Les gens ne meurent pas de faire des erreurs. Hein. Les gens, les pays, les entreprises, si je prends Kodak, le fameux exemple, Kodak invente l'appareil photo numérique. Ouais, c'est vrai. Kodak, on lui dit, attention, rappelle-toi, copain, que toi, tu dois vendre des pellicules. Et Kodak détruit sa propre invention. Et je veux dire, aujourd'hui, ce qui a fait les grands changements, c'est des dinosaures à Kodak, c'est de ne pas s'adapter. Et donc moi, je pense qu'on ne peut pas renier ce qu'on est. Et moi, je suis hyper fier d'avoir l'héritage créatif de mon père et l'héritage pragmatique de ma mère. Mais je retire de leur vie aussi qu'ils ont passé leur vie à faire des mondes, créer des choses, créer des produits uniques, lancer une ambassade, et que à chaque fois, ils se sont adaptés à des contextes qui changeaient. Les nouveaux pays qui se lançaient, les débuts de l'Arabie Saoudite, les débuts de Singapour, les débuts de Brunei. Et à chaque fois, on se disait, pourquoi pas ce nouveau pays ? Et je retiens que ce qui a fait leur succès, et ce dont je m'inspire et ce que je ferai pour ce pays, c'est de dire, on doit toujours s'adapter. On ne doit pas révolutionner, mais on ne doit pas s'arrêter. C'est les deux raisons pour lesquelles on rate. C'est trop ou pas assez. Et moi, je continue, étant monégasque, étant un amoureux du pays, de comprendre qui on est, mais le statu quo, il faut vraiment s'en affranchir. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Si on s'affranchit du statu quo, néanmoins, tu peux légitimement avoir, toi, des projets, des souhaits. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Mais on peut me souhaiter de pouvoir, j'espère, être la personne au service du prince Albert II, être quelque part, dans les années qui viennent, la personne qui va être l'outil pour rentrer dans ce nouveau monde, et que Monaco vraiment rentre et réussisse dans cette nouvelle époque. On est au pas de croisée, et moi, donc dans 5 ans, quand je regarderai ce podcast, je me dirai qu'est-ce qui fait que ce sera bien ou pas par rapport à mon métier actuel, c'est est-ce que Monaco, dans 5 ans, on dira c'est le Singapour de l'Europe. Allez, pire, est-ce que Singapour dira dans 10 ans We are the Monaco of Asia? Eh bien, écoute, on le souhaite. En tout cas, tous les monégasques qui ont envie d'un lendemain pour ce pays le souhaitent. Merci Geneviève, mais en tout cas, on le fera avec eux. Et moi, je suis vraiment ravi et j'aime mon pays. Et juste, on peut aussi souhaiter que les gens seront fiers et impliqués. Et qu'ils se diront dans 5 ans, waouh, on a réussi tous ensemble et on est fiers de ce qu'on a fait. C'est vraiment une aventure extrêmement collective. Collective, ouais. Merci Frédéric. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci.